arrêté dans la première partie sur la dualité qu'avait Henri IV entre sa foi protestante et le fait qu'il se retrouve propulsé à la tête d'un royaume, d'une France alors majoritairement catholique. Sa conception religieuse est particulière et bien qu'il croie en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et entretienne un rite particulier avec la Vierge, il n'adhère pour autant pas à la Sainte Rémanence par exemple. Persuadé qu'il est guidé par une sorte de providence, il tentera d'imposer son dogme original par la force, ce qui va lui conduire à 2 défaites successives en 1589 et en 1590 pour un total de 30 000 morts. Autant vous dire que ça va achever de le convaincre de faire le saut périlleux et de se convertir au catholicisme, conversion qu'il prendra à cœur puisqu'il considérera dorénavant qu'il faut réduire en douceur le protestantisme en ramenant les égarés vers le giron catholique. Cela ne l'empêchera pas d'être assassiné le 14 mai 1610 par un catholique fanatique du nom de François Ravaillac, qui voyait en lui l'incarnation de l'Antéchrist. Au diable, guerre, rancune, c'est parti. Au diable, guerre, rancune, c'est parti. Comme nos pères, chantons aux vrais amis, au choc des vers, les roses et les lys. On retiendra du roi Henri, tout durant de son règne, qu'il fut l'investigateur d'une politique de pacification. Alors là, on a 2 dates à retenir qui l'illustrent parfaitement. C'est le rétablissement des dispositions de l'édit de Poitiers par l'édit de Mantes en juillet 1591, qui accordera aux protestants une liberté de culte relative, et le célèbre édit de Nantes, qui autorisera et reconnaîtra officiellement ce culte, mettant fin à 3 décennies de guerre de religion coûteuses pour la France. De par son sceau de cire marron et par opposition à celui de cire verte, c'est un édit provisoire. Alors, ces dispositions sont loin d'être la solution miracle à l'union des Français, et celui-ci figeant davantage la situation qu'il va la régler. Il n'est pas question de vivre ensemble, mais de vivre chacun de son côté. Cet édit aura donc pour conséquence de créer un État dans un État avec des bastions protestants, et le prix d'une accalmie tant attendue dans un contexte où la France est au bord de l'extinction et du fait de sa saignée démographique et de son endettement colossal. Afin d'accélérer le ralliement des villes et des provinces, il multipliera les promesses et les cadeaux pour un total de 25 millions de livres, ce qui provoquera la révolte des croquants du fait de l'augmentation des impôts inhérents à cette diplomatie. Henri IV s'appuie pour gouverner notamment de ministres et de conseillers compétents, comme le futur duc de Sully, le catholique Villeroy ou encore l'économiste Barthélemy de Laffemas. Ces années de paix permettront de renflouer les caisses et ainsi donner, si je puis dire, un nouveau départ à la France. Quand Henri IV entre à Paris en 1594, la ville est sans doute la plus grande d'Europe occidentale avec ses 300 000 habitants et ses 600 hectares, mais baigne toujours dans son jus médiéval. Il va mener une vraie politique d'urbanisation et de modernisation en faisant construire tout un tas d'infrastructures, comme la construction du premier pont en pierre de la capitale, le pont Neuf, et sachant que jusqu'à cette date, les ponts étaient en bois. C'est donc une réelle prouesse ingénierique qui fera de la France jusqu'à aujourd'hui, et en passant par Napoléon, pionnière dans ce domaine, comme en témoigne parfaitement le pont Chabon-Delmas à Bordeaux. Dans un souci de redonner de l'aplomb à l'économie, Henri IV et Sully décideront de bâtir une manufacture de tissage de la soie à l'est de la capitale et d'y lotir en ses alentours les marchands et leurs boutiques. C'est ainsi qu'est créé le premier espace ouvert de Paris, prenant forme sur une grande place moderne de 140 mètres de côté, la place Vosges, anciennement place royale sous les anciens régimes. Le roi bâtisseur aménagera également une deuxième place, la place Dauphine, et parallèlement à cette politique de modernisation, il va redonner à la production agricole son niveau d'antan, son niveau de la fin du XVIe siècle, en éloignant l'ombre de la disette, avec notamment la construction du canal de Briare reliant la Seine et la Loire, premier canal de transport fluvial creusé dans le royaume. Alors le roi et son ministre Sully sont conscients que les arts et l'artisanat d'excellence ont un rôle à jouer dans le redressement de la France, et mettront notamment fin aux importations massives de tapisseries des Flandres qui déséquilibrent alors la balance commerciale française. En 1606, le roi va transformer les galeries du Louvre en pépinières d'artistes, où peintres, sculpteurs, ingénieurs notamment, y seront logés, en plus de bénéficier d'un brevet, les abrogeant des règles contraignantes des corporations. J'aime les filles et j'aime le bon vin. J'aime les filles et j'aime le bon vin. De nos bonderies, chantons ce gai refrain. Vive les filles et à nous le bon vin.
Henri IV, le bâtisseur de France, mais également Henri IV, le Vert galant. C'est sans conteste le surnom le plus connu que l'on attribue à Henri IV, Henri IV étant lui-même connu pour jouir des plaisirs de la femme. Pendant plusieurs mois, le couple de Navarre mènera en grand train au château de Nérac en 1570, s'y adonnant notamment à des parties de chasse, des jeux et des danses dans une atmosphère de galanterie totalement décomplexée, ce qui attirera par ailleurs de nombreux lettrés comme Montaigne. Henri, fidèle à soi-même, se laissera volontiers aller au plaisir de la séduction et s'éprendra tour à tour de 2 demoiselles de compagnie de la reine, en plus d'une liaison qu'il entretiendra avec la catholique Diane d'Andouin entre 1582 et 1590, à qui d'ailleurs il promettra mariage. L'ensemble de ces liaisons provoqueront le départ précipité de Marguerite de Valois, et à partir de 1590, il partagera sa vie avec Gabrielle d'Estrées, dont il est fou amoureux, mais qui, n'appartenant à aucune famille régnante, ne peut prétendre à être reine. Alors, sa mort brutale en 1599 va régler le problème et va permettre au roi d'envisager de prendre une nouvelle épouse, après l'annulation bien sûr de son précédent mariage avec Marguerite en décembre 1599, pour y épouser à la cathédrale Saint-Jean de Lyon Marie de Médicis le 17 décembre 1600, qui lui donnera un héritier, assurant ainsi l'avenir de la dynastie de Bourbon. Toujours fidèle à lui-même, encore une fois, Henri IV compromettra de nouveau son mariage en poursuivant sa relation extra-conjugale entamée peu de temps après la mort de Gabrielle d'Estrées avec Henriette d'Entragues, une jeune femme ambitieuse d'ailleurs qui n'hésitera pas à faire du chantage au roi pour légitimer ses bâtards, et avec qui il tentera de se marier secrètement, ce qui provoquera un scandale monumental. En 1609, enfin, après plusieurs conquêtes, Henri va se prendre de passion pour la jeune Charlotte Marguerite de Montmorency. On a donc un roi aux multiples facettes, donc un roi qui aura été un brillant guerrier, un roi qui aura été un brillant pacificateur de par les 2 édits que nous avons cités, et donc aussi un roi qui ne manquait pas de faire scandale avec ses multiples liaisons extra-conjugales. On attribuera a posteriori à tort à Henri IV une politique européenne, une Europe avant l'Europe, mais cette idéologie rapportée par Sully était en fait l'idée de ce dernier qui effectivement voyait en une espèce d'union européenne, donc d'Europe avant l'Europe, un moyen d'en terminer avec toute forme de conflit continental. Henri IV, en conclusion, aura donc été un roi autour duquel s'est bâti un mythe qui sera véhiculé notamment par les Lumières, et aura été un roi qui aura sauvé la France de son extinction.